Mesdames et messieurs, révélation fracassante dès l'ouverture. En une seule nuit, la mer Noire a tremblé, les infrastructures ont flambé, et la façade de puissance s'est fissurée sous une série d'opérations coordonnées d'une précision implacable. La première frappe a plongé la flotte dans le chaos, avec des navires de débarquement russes neutralisés lors d'une opération nocturne d'envergure, laissant derrière elle non seulement des pertes matérielles, mais aussi une onde de choc psychologique profonde parmi les équipages, marquée durablement par la brutalité et la soudaineté de l'assaut. La deuxième frappe a embrasé le cœur énergétique stratégique, lorsque la seule grande raffinerie et plateforme d'exportation de la région de la mer Noire s'est retrouvée en proie aux flammes, conséquence directe d'une campagne méthodique visant les infrastructures vitales en Crimée. Mais c'est la troisième manœuvre qui cristallise toutes les inquiétudes. Elle esquisse la perspective d'un effondrement total du contrôle russe sur la péninsule, alors que marins et recrues potentiels fuient désormais la zone comme s'ils quittaient un navire condamné. Le 20 avril, une unité secrète ukrainienne, connue sous le nom de Fantôme et rattachée au renseignement militaire, a orchestré une série d'attaques ciblées transformant la baie de Sébastopol en zone de destruction active, immobilisant 2 bâtiments supplémentaires de la flotte russe. Cette fois, les cibles ne sont plus les plateformes de lancement classiques déjà décimées, mais des navires logistiques essentiels au transport de troupes et d'équipements, révélant une stratégie d'asphyxie progressive des capacités opérationnelles. Les frappes ont également atteint un système radar Podley, K1, élément clé de détection avancé, pourtant conçu précisément pour contrer ce type de menace, démontrant une faille critique dans la chaîne défensive. L'absence totale de riposte visible dans les enregistrements diffusés confirme une réalité inquiétante. La couverture défensive est insuffisante face à des attaques rapides, coordonnées et répétées. Cette vulnérabilité n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'une campagne systématique visant à éroder les capacités de protection sur l'ensemble du théâtre. Parallèlement, la pression s'étend au-delà de la Crimée, avec des frappes répétées sur le complexe énergétique de Tuapse, pivot logistique essentiel pour les exportations et le ravitaillement militaire. En quelques jours seulement, ce site stratégique a subi plusieurs attaques successives, provoquant des incendies massifs, la destruction de réservoirs de stockage et la perturbation d'une capacité de traitement de millions de tonnes de pétrole par an. La simultanéité de ces opérations révèle une logique claire. Frapper les flux, désorganiser la logistique et multiplier les points de pression pour empêcher toute stabilisation. Ce n'est plus une série d'attaques isolées, mais une architecture stratégique cohérente, où chaque frappe alimente la suivante, où chaque incendie affaiblit l'ensemble du système. Dans ce contexte, la Crimée, autrefois bastion incontesté, apparaît désormais comme un espace contesté, sous pression constante, où la supériorité matérielle ne suffit plus à garantir la sécurité. Et c'est précisément là que réside le tournant. Une guerre où la précision, la répétition et la saturation redéfinissent les équilibres, transformant des infrastructures clés en cibles permanentes et exposant les limites d'un dispositif défensif incapable de tout couvrir simultanément. Lorsque les frappes se répètent au même endroit jusqu'à épuiser toute capacité de récupération, ce n'est plus une attaque, c'est un message stratégique. Le 19 avril, Tuapse devient une nouvelle fois le symbole de cette logique, frappé à peine 3 jours après une précédente opération visant la même installation. Des réservoirs en flammes, des explosions multiples, une intensité suffisante pour imposer des restrictions temporaires au trafic aérien dans la région de Krasnodar, et une mobilisation massive de moyens d'urgence déjà épuisés par l'incendie initial, qui avait nécessité l'intervention de plus de 150 pompiers. Securists. Et au moment même où les équipes pensent avoir repris le contrôle, le bourdonnement des drones annonce une reprise immédiate du cycle destructif, comme si l'objectif n'était pas seulement de frapper, mais d'empêcher toute stabilisation. Tuapse n'est pas un objectif ponctuel, c'est une cible répétée, jusqu'à ce que son utilisation devienne intenable. Ce que révèlent ces attaques, c'est l'approfondissement d'une stratégie à double axe, affaiblir la présence russe en mer Noire et exercer une pression constante sur l'industrie pétrolière. Pour atteindre cette zone, les drones doivent contourner ou traverser l'espace de la Crimée, ce qui, en théorie, devrait activer des systèmes de détection et de défense capables de les intercepter. Mais la réalité montre autre chose, des trajectoires qui passent, des frappes qui atteignent leurs objectifs, révélant des failles dans un dispositif pourtant censé être dense. En parallèle, la campagne contre les infrastructures énergétiques s'intensifie depuis la fin mars, transformant une série d'attaques en une opération prolongée qui enflamme ports et raffineries, avec un objectif clair. Priver la Russie des bénéfices attendus d'un contexte énergétique favorable et démontrer, dans le même temps, que la capacité d'action reste intacte malgré les pressions diplomatiques. Cette double dimension est essentielle. Elle contredit toute narration d'affaiblissement et impose une réalité visible, celle d'installations détruites, de systèmes touchés et de flux perturbés. Les conséquences économiques suivent immédiatement. Des pertes quotidiennes considérables, des revenus amputés, un déficit mensuel qui s'accumule tant que les frappes persistent, et une logistique contrainte de se réorganiser dans l'urgence, redirigeant les flux, retardant les livraisons, compliquant l'approvisionnement des zones occupées. Mais au-delà de l'économie, c'est un autre théâtre qui se transforme, celui de la Crimée. Incapable de mener une reconquête terrestre directe sans s'exposer à des zones de vulnérabilité extrême,
l'Ukraine adopte une stratégie d'érosion progressive, visant à rendre la péninsule de plus en plus difficile à défendre et à habiter. Ce qui était perçu comme un refuge relativement sûr devient progressivement un espace incertain, où les frappes atteignent désormais des cibles autrefois hors de portée. L'évolution est nette. D'un lieu de repli, la Crimée se transforme en zone à risque, au point que des signes de départ apparaissent parmi certaines catégories de personnel et leurs familles, tandis que des mesures de contrôle plus strictes sont mises en place pour contenir les mouvements et prévenir les désertions. Cette inversion de perception est au cœur de la stratégie. Faire en sorte que la présence sur la péninsule devienne un coût, et non un avantage. Dans ce contexte, les décisions visant à renforcer le contrôle par des mesures de mobilisation forcées ne font qu'accentuer la pression, en ajoutant une contrainte humaine à une situation déjà dégradée. Ainsi se dessine une dynamique où chaque facteur renforce l'autre. Pression militaire, pression économique, pression psychologique. Et le résultat est clair. Ce qui devait être un point d'appui stratégique se transforme progressivement en vulnérabilité structurelle, exposé à des frappes répétées et intégré dans une zone grise où la stabilité n'existe plus. Lorsqu'un bastion devient plus coûteux à défendre qu'utile à conserver, il cesse d'être un atout et se mue en point de faiblesse. Le pont de Kerch, lien vital entre la Crimée et le territoire russe, a démontré à plusieurs reprises sa vulnérabilité face à des frappes répétées, tandis que la flotte de la mer Noire a progressivement perdu sa capacité à peser de manière décisive dans cet espace maritime. Sur la péninsule, les systèmes de défense aérienne, les infrastructures énergétiques et les installations militaires subissent des attaques régulières, transformant ce qui était autrefois une base centrale des opérations du Sud en une charge permanente pour les ressources. Environ 150 000 soldats y restent déployés, immobilisés dans une posture défensive, attendant une offensive terrestre qui ne vient pas, tout en étant incapables de projeter leur puissance vers le continent en raison des pertes et des contraintes subies en mer. Cette force, en apparence importante, devient progressivement inopérante, enfermée dans une mission de protection contre des menaces qu'elle ne parvient pas à neutraliser efficacement. La situation crée un dilemme évident. Trop d'objectifs à protéger, trop peu de moyens adaptés pour le faire de manière simultanée. Chaque renforcement de la défense en Crimée implique un affaiblissement ailleurs, notamment sur le front continental, tandis que chaque attaque réussie fragilise davantage le dispositif existant et ouvre de nouvelles brèches dans l'espace aérien. C'est précisément cette dynamique que l'Ukraine exploite, en érodant progressivement les systèmes de défense pour créer des corridors permettant des frappes répétées, sans avoir à engager de forces terrestres massives. La logique est claire. Réduire la capacité de contrôle sans confrontation directe, transformer la pression constante en outil stratégique. Dans ce cadre, la notion même de libération évolue. Elle ne repose plus uniquement sur une avancée militaire classique, mais sur une campagne prolongée visant à rendre la présence adverse de plus en plus difficile à soutenir. Les opérations à longue portée ont déjà repoussé une grande partie de la flotte russe hors des zones qu'elle dominait autrefois. Et sur la péninsule, chaque frappe sur un port, chaque incendie visible depuis le continent, agit comme un signal répété adressé à ceux qui y sont présents. La situation ne fera que se détériorer. À mesure que cette perception s'installe, la pression ne se limite plus au domaine raskeli ou économique. Elle devient psychologique, influençant les décisions individuelles et collectives. Dans un contexte où des mesures supplémentaires pourraient être imposées pour maintenir le contrôle, cette évolution risque d'accélérer les départs et de fragiliser encore davantage la position en place. Ainsi, sans lancer d'offensive terrestre directe, une stratégie d'usure méthodique parvient à modifier l'équilibre, transformant un point d'appui stratégique en zone de tension permanente. Et pendant que cette transformation se poursuit en Crimée et en mer Noire, les opérations sur le continent, notamment dans le sud, suivent une logique plus classique, complétant un ensemble cohérent où pression indirecte et action directe convergent vers un même objectif: réduire progressivement la capacité adverse à maintenir son emprise.